Radovan Karadzic est-il un président en sursis? En tout cas, depuis que Belgrade a annoncé sa démission, le leader des Serbes de Bosnie se plaît à laisser planer le doute sur sa situation politique. Une situation que le haut représentant civil en Bosnie, Carl Bildt, reconnaît avoir du mal à apprécier. S'il se veut optimiste en considérant que ce retrait annoncé signifie pour Karadzic le début de la fin, il souhaiterait obtenir des autorités de palais des assurances que personne ne semble vouloir donner. Et pour le moment, rien ne prouve que Karadzic ait renoncé définitivement. Au contraire, face à cette pression de la communauté internationale, le Parlement serbe envisage la possibilité d'organiser un référendum. Une bouée de sauvetage pour Radovan Karadzic avec la volonté de faire échec aux tentatives qui visent à l'écarter du pouvoir. Attention à ceux qui sèment la division, attention. Oscar Luigi Scalfaro a tenu ce discours hier au cours d'une visite dans un village du nord-est de l'Italie. Même s'il ne l'a pas expressément nommé, cette mise en garde du président italien s'adressait à la Ligue du Nord et à son chef Umberto Bossi, en campagne depuis plusieurs semaines sur le thème d'une sécession entre le nord et le sud du pays. Un appel dénoncé par Oscar Luigi Scalfaro comme la manifestation de l'égoïsme d'une minorité nantie par rapport au sud démuni. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de maintenir l'unité du pays. Le pape a achevé hier sa visite de 3 jours en Slovénie. Jean-Paul II a été accueilli à sa descente d'avion sur l'aéroport de Rome par le nouveau président du Conseil italien. Pour Romano Prodi, qui a prêté serment il y a 2 jours, c'était le premier acte officiel comme chef du gouvernement. Un symbole pour ce catholique pratiquant, ancien chrétien démocrate, aujourd'hui à la tête d'une coalition de centre-gauche appuyée par les membres de Refondation communiste. Les 2 hommes se sont brièvement entretenus. Jean-Paul II en a profité pour lui adresser ses vœux de réussite. Cette semaine, Romano Prodi engage le débat pour obtenir la confiance du Parlement. Première étape mercredi devant le Sénat. Les gens sont lassés des ministres en place, qu'à cela ne tienne, Boris Eltsine va changer tout ça. Le gouvernement est peuplé de bureaucrates, le président russe n'a jamais été autant à l'écoute du peuple. Il promet, dans l'euphorie d'une campagne menée tambour battant, de se séparer d'une grosse partie de son état-major. Et ça marche, il gagne aussitôt des points dans les sondages. Une idée qui ressemble à s'y méprendre à celle du candidat libéral Grigori Yavlensky, qui avait posé cette condition à toute alliance éventuelle avec le président russe. Cet économiste de 44 ans, partisan du limogeage de gens comme Viktor Tchernomyrdine, le Premier ministre, ou Pavel Grachev, le ministre de la Défense, a démenti les rumeurs qu'il installait déjà au poste de Premier ministre. Nicolas II aurait eu 128 ans hier, un anniversaire qui a été l'occasion pour les monarchistes de se rassembler pour célébrer l'événement. À Moscou, comme dans tout le pays, les nostalgiques de l'ancien régime sont relativement peu nombreux, mais tous sont animés par la même ferveur et militent pour un retour de la dynastie des Romanov au pouvoir. Nicolas II a été le dernier représentant de la famille Romanov à régner en Russie. Malgré des tentatives de réforme, la Première Guerre mondiale a précipité sa chute. En 1917, la révolution bolchevique le contraint à abdiquer. Il sera retenu prisonnier pendant près d'1 an avant d'être exécuté avec toute sa famille, un souvenir que les Russes blancs perpétuent encore aujourd'hui. Israël d'un côté, les gouvernements libanais et syriens de l'autre, chacun se rejette la responsabilité de la violation du cessez-le-feu au Liban Sud. Après une attaque du Hezbollah contre une patrouille israélienne, attaque au cours de laquelle un soldat a été blessé hier, les tirs israéliens sur une zone habitée ont fait un blessé. Pour l'État hébreu, ce sont les islamistes qui ont mis en danger la vie de la population civile. Les soldats israéliens, eux, n'ont fait que se défendre. Ces incidents mettent en lumière la fragilité de l'accord du cessez-le-feu obtenu le 27 avril dernier. Quant au comité de surveillance supposé vérifier son application, il n'est toujours pas en place. Personne n'a le droit de critiquer Arafat. Cet homme aurait dû le savoir. Ce psychiatre, président de la Commission palestinienne des droits de l'homme, a été arrêté par la police des territoires autonomes. Son forfait, avoir décrit les arrestations arbitraires, je cite, les tortures et les aspects corrompus, dictatoriaux et oppresseurs du régime de M. Arafat. Le tout dans les colonnes du New York Times. C'était assez pour l'envoyer en prison et le faire comparaître devant un tribunal. Le médecin assimile le processus de paix à une reddition psychologique totale à Israël, autant de fautes impardonnables dans un territoire autonome, mais pas libre.
Le coup d'envoi pour les cérémonies commémorant le 1000e anniversaire de la naissance de l'Autriche a été donné hier. Le président autrichien Thomas Klestil a salué l'événement comme la fête d'une date historique, 1000 ans d'histoire d'un pays qui, selon lui, doit être résolument tourné vers les autres et vers l'avenir. Un avenir qui passe par une intégration renforcée au sein de l'Europe. En attendant, c'est le passé qui est à l'honneur. Le document où apparaît pour la première fois le nom d'Ostarrîchi a été rédigé le 1er novembre 996 par Otto III. Il faisait alors mention du don de la région de Neuhofen à l'évêque de Bavière. Aujourd'hui, la région est mobilisée pour les festivités qui vont se succéder dans les semaines à venir. Plusieurs milliers de Tyroliens se sont retrouvés ce dimanche à Mezzocorona, une petite ville du nord de l'Italie, pour leur grand rassemblement biennal, le 14e du genre. Une façon d'exalter leur identité culturelle tout en faisant la fête. Le costume traditionnel était bien sûr de rigueur. Depuis le XVIe siècle, les défenseurs du Tyrol, les Schützen, comme ils se nomment eux-mêmes, s'emploient activement à sauvegarder l'identité de leur région, leur Heimat, leur patrie. Mais pour eux, pas question de réclamer l'indépendance du Tyrol. Ils sont simplement fiers d'être tyroliens et cherchent à resserrer les liens de leur minorité, une minorité dispersée sur 3 États. Le Tyrol s'étale en effet sur l'Autriche, la Bavière allemande et le Haut-Adige italien. Marcello Mastroianni a gravi les marches de Cannes en compagnie de sa fille Chiara. Ils ont joué ensemble pour la première fois dans le film du Chilien Raúl Ruiz, 3 vies, une seule mort, dans lequel il joue 4 personnages à la fois. Il répond sur France 2 à la question « Jouez-vous encore à votre âge pour de l'argent ?» Non, je travaille seulement le plaisir. Je n'aime pas les légendes qu'on fait sur les acteurs. Quand ils disent qu'ils souffrent. Mais pourquoi il y a à souffrir? À 8 heures, une voiture vient vous prendre avec l'air conditionné l'été. Il vous amène au studio, tout le monde vous dit bonjour, vous avez bien dormi, caca, tout est réglé bien. Vous voulez un café? Allez au maquillage, ils ne sont pas prêts encore. Le soir, ils vous ramènent à la maison, vous avez gagné de l'argent. Quelquefois, vous tombez amoureux de l'actrice, elles sont toujours de belles filles. Quel métier de merde. Mais pourquoi les Américains ils disent qu'ils souffrent tellement? Comme je disais ce matin, pour entrer dans un personnage, pour n'en sortir, quel problème? Mais comment? Mais pourquoi? On est encore loin? Oui, assez. Tant mieux. Peugeot 605, la route ne sera jamais assez longue. Un aperçu de la presse européenne de ce lundi. Radovan Karadzic amorce une fausse sortie, c'est l'opinion du journal belge Le Soir. Pour le quotidien, le leader des Serbes de Bosnie effectue un mouvement de repli, mais il ne renonce à rien et conserve son influence en coulisses.
Y a-t-il des Français au sein de la direction de l'ETA? Selon le quotidien espagnol El País, la police a de fortes présomptions. Elle a également la certitude que les membres du mouvement séparatiste bénéficient de relais sur le territoire français. Le journal portugais des Noticias annonce l'arrivée aujourd'hui en Espagne du président portugais Sampaio. C'est le premier contact officiel entre les deux pays après les élections et les changements de gouvernement de ces dernières semaines. On connaîtra ce soir le lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes. Le Danois Lars von Trier et le Britannique Mike Leigh sont favoris, mais le Figaro souligne également la vitalité du cinéma français. Le journal suisse-allemand Tages-Anzeiger salue la performance de Bruno Ganz, qui a reçu hier le prix du Burgtheater de Vienne en Autriche. C'est la plus haute distinction pour un acteur de langue allemande. Du sport pour finir avec la victoire d'Olivier Panis qui a remporté hier le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. À 30 ans, c'est son premier titre. Le Français a profité de l'abandon de tous les favoris. La Repubblica souligne la déception du champion du monde, Michael Schumacher. L'Europe, 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 tel fut le thème central de la visite en Grande-Bretagne du président français Jacques Chirac. Balayant l'euroscepticisme comme un phénomène passager exacerbé par la crise de la vache folle, il n'a eu de cesse de vouloir convaincre les Britanniques de jouer un rôle dans l'Union. Ma conviction est qu'il ne peut pas y avoir d'Europe forte sans la Grande-Bretagne. Invoquant l'amitié franco-britannique comme devant être une pierre d'angle de la construction européenne, Jacques Chirac a souligné les positions convergentes des deux pays, notamment en matière de défense et de coopération militaire. Londres et Paris plaident en outre toutes deux pour un rôle renforcé du Conseil des ministres dans l'édifice européen et tiennent à préserver la possibilité pour les États membres d'invoquer l'intérêt national. Le président français n'a pas pour autant occulté les divergences qui viennent ternir ce tableau idyllique. À commencer par la réalisation de l'Union économique et monétaire, passant notamment par la mise en place d'un mécanisme de change entre les pays de la zone euro et leurs partenaires, auquel Londres est farouchement opposé, tout comme à un modèle social européen. Nettoyage de printemps sans précédent pour la ville italienne de Florence, qui doit accueillir dans un peu plus d'un mois les chefs d'État des 15 pour un conseil qui marquera la fin de la présidence italienne de l'Union européenne. De la restauration des anciens palais florentins à l'agrandissement de l'aéroport, les efforts n'ont pas été épargnés. Au total, quelques 40 millions de dollars ont été investis pour plus d'une centaine de chantiers. Régime spécial aussi pour les touristes, dont les déplacements seront soigneusement balisés dans des rues débarrassées de toute salissure. Des grandes manœuvres inspirées de la méthode dite du G7, expérimentée à Naples il y a 2 ans, et selon laquelle les maîtres d'œuvre des différents chantiers étaient tenus de respecter un calendrier serré sous peine d'amende. Le droit d'asile pourrait bien devenir une tradition du passé en Europe. En témoigne l'arrêt rendu mardi par la Cour constitutionnelle allemande, confirmant la validité de la législation entrée en vigueur en 1993 et restreignant considérablement le droit d'asile. Un arrêt très attendu dans le pays, mais aussi dans d'autres États de l'Union européenne qui s'inspirent déjà de certains principes appliqués en Allemagne. C'est notamment le cas de la règle selon laquelle un étranger en provenance d'un pays tiers peut être refoulé sans autre procédure, ou de celle qui permet de rejeter les demandes d'asile d'impétrants venus de pays considérés comme sûrs. Une notion contestée par les organisations humanitaires ou les Nations Unies, dans le cas de pays comme la Grèce, la Somalie ou le Libéria. Ce qui n'empêche pas les pays de l'Union européenne de renforcer leur appareil dissuasif face à l'afflux de demandeurs d'asile en provenance notamment d'Europe de l'Est. 7 pays, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Finlande, seraient au-dessous ou à 3%.
Le commissaire européen aux finances, Yves Thibault de Silguy, s'est voulu optimiste mercredi en annonçant les prévisions de la Commission de Bruxelles sur l'évolution économique de l'Union européenne. Près de la moitié des pays membres devraient être prêts pour la monnaie unique dès 1997, selon le critère central du déficit public fixé à 3% du PIB par le traité de Maastricht. Mais l'arbre n'a pu cacher la forêt. Seuls le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg sont pour l'instant conformes aux 5 critères de convergence fixés pour l'union monétaire. La Commission n'a par ailleurs pu que constater une détérioration des finances publiques des États membres et a de nouveau réduit ses prévisions de croissance pour l'année en cours à 1,5%. Ce qui ne facilite pas la réduction des déficits budgétaires et de la dette et qui, selon la Commission européenne, ne suffira pas à résorber le chômage dans les mois à venir. Les réformes de Maastricht ne passeront pas sans que les citoyens européens aient eu leur mot à dire. C'est du moins ce que souhaitent ces derniers dans un sondage effectué par la Commission européenne dans les 15 pays de l'Union. Dans l'ensemble, 71% des Européens interrogés jugent nécessaire une consultation populaire sur le nouveau visage de l'Union qui sortira des travaux de la conférence intergouvernementale. On ne s'en étonnera pas, les Britanniques sont les plus désireux d'être consultés. 82% d'entre eux sont pour un référendum. Jusqu'à présent, seule une minorité d'États membres ont organisé un référendum sur Maastricht. Rejeté une première fois au Danemark, le traité initial ne fut approuvé qu'après un second référendum. Le oui de la France, pays fondateur de la communauté, ne fut acquis que de justesse. Radovan Karadzic résiste. À Palais, on évoque la possibilité d'organiser un référendum. Carl Bildt poursuit ses efforts pour contraindre Karadzic à se retirer de la vie politique. Le candidat Boris Eltsine en tête dans les derniers sondages. En cas de victoire, le président russe promet l'ouverture et le remaniement de son équipe gouvernementale. Oscar Luigi Scalfaro lance un appel à l'unité du pays. Le président italien dénonce les appels à la sécession entre le nord et le sud. Il pleuvait beaucoup à Monaco et cette pluie allait jouer un rôle non négligeable sur la course, tant Maussade pour les favoris, Ferrari, Benetton, Williams, et la bonne affaire pour les petits, les 100 grades, pour l'écurie suisse Sauber, et surtout pour l'écurie française Ligier, qui a créé la sensation. Le départ de ce Grand Prix, Damon Hill se montre le plus rapide devant Michael Schumacher, Jean Alesi sur sa Benetton devant son compagnon d'écurie Gerhard Berger, Olivier Panis, l'autre Français parti en 14e position sur sa Ligier, commence déjà sa remontée vers les sommets. Le premier rebondissement, c'est l'abandon de Michael Schumacher qui tape le rail dès le premier tour et qui dérape au moment où il remettait les gaz. Les premiers tours seront désastreux. Abandon de Barrichello sur sa Jordan Peugeot, de Verstappen, de Katayama, de Pedro Diniz, puis de Gerhard Berger, alors qu'il était 3e avec sa Benetton. Problème de boîte de vitesse. Entre Heinz Frentzen et Eddie Irvine, c'est la lutte pour la 3e place entre Ferrari et Sauber. Derrière, Damon Hill conserve l'avantage, profitant de la piste glissante. Il creuse l'écart sur Jean Alesi au fil des tours. 15, puis 18, puis une demi-minute d'avance. Mais au 41e tour, un nuage de fumée sous le tunnel. C'est l'abandon pour Damon Hill, moteur cassé. Il ne gagnera pas pour la première fois de sa carrière à Monaco. Du coup, Jean Alesi passe en tête, nanti d'une avance confortable sur Olivier Panis, désormais 2e. Tout cela sous le regard d'un Damon Hill visiblement dépité. Mais finalement, Alesi devra lui aussi abandonner au 60e tour, victime d'une suspension arrière défaillante. À 15 tours de l'arrivée, alors qu'il venait de signer le meilleur tour en course. Alesi maudit, Panis chanceux. Panis qui allait résister finalement au formidable retour de la McLaren de David Coulthard, même sur la fin. Et sur une piste redevenue sèche, les incidents s'étaient succédés. 3 monoplaces seulement ralliant l'arrivée. Johnny Herbert 3e, Coulthard 2e. Dans le sillage du vainqueur Olivier Panis qui signe après 39 Grands Prix. Couru sa première victoire en Formule 1 de sa carrière, la 9e pour l'écurie Ligier dont le dernier succès remontait à 1981. L'écurie suisse Sauber fait 3 et 4 avec Herbert et Frentzen. Au classement du championnat du monde, Damon Hill conserve la tête avec 43 points devant Jacques Villeneuve.
L'Autrichien Thomas Muster, tenant du titre, est resté le roi de la terre battue de Rome après sa victoire en 4-7, 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 devant le grand serveur néerlandais Richard Krajicek dimanche en finale. Muster, qui a gagné le 40e titre de sa carrière, a signé sa 5e victoire de l'année en autant de finales, vainqueur à Mexico, Estoril, Barcelone et Monte-Carlo. L'Autrichien n'a été stoppé dans sa marche triomphale comme l'an passé qu'à Hambourg. Après 38 matchs et 9 mois d'invincibilité sur terre battue, il s'était incliné en demi-finale face au jeune espagnol Carlos Moya il y a 15 jours. Dans ce match, Muster n'aura connu aucun problème, si ce n'est dans le 3e set où Richard Krajicek allait ravir la mise en jeu de son adversaire après avoir enchaîné un superbe revers et un passing shot de grande valeur. Les Muster increvables allait pourtant revenir au 7e jeu sans pour autant empêcher le néerlandais de revenir à 2-7-1. Dans le 3e set, Muster mènera 3-0 et Krajicek gâchera sa dernière chance de revenir avec 2 balles de break à 5-3. 38e victoire sur terre battue pour Thomas Muster. À Berlin, Steffi Graf est venue à bout de Karina Absudová, la jeune Slovaque qui s'était hissée jusqu'en finale alors qu'elle n'était même pas tête de série. Victoire de l'Allemande en 3 manches, 4-6, 6-2, 7-5. À 5 jeux partout dans le 3e set, Graf fera le break sur le service d'Absudová pour l'emporter sur son service. Mais c'est la jeune Slovaque de 22 ans qui avait le mieux entamé la partie, merveilleusement bien, remportant la première manche grâce à son jeu du fond du court et surtout à ses accélérations et grâce aussi à ses passings. Mais elle ne saura pas se servir de cet avantage, cédant face à la régularité de Steffi Graf, qui a passé un test sérieux en vue des internationaux de France, où elle sera la favorite numéro 1 pour la victoire finale. Victoire logique de Steffi Graf, mais Absudová aura connu un superbe parcours, éliminant notamment la numéro 1 française, Marie Pierce, la tête de série numéro 4, l'allemande Anke Huber, ainsi que la russe Linkotseva en demi-finale. Le Tour d'Italie poursuit son escapade en Grèce, 2e étape disputée sur un parcours assez plat et qui s'est limité à une longue randonnée dans la Grèce antique sur les routes du somptueux golfe de Corinthe, à une allure cyclotouriste, en raison surtout d'une très forte chaleur et des risques de chute comme la veille. Le maillot rose est resté entre les mains de l'Italien Martinello et malgré cette prudence, l'Espagnol Olano et l'Ouzbek Abdoujaparov ne pourront éviter la chute, heureusement sans aucune conséquence sérieuse pour eux. Le rythme de la course allait s'animer à quelques 50 km de l'arrivée avec notamment une accélération de l'Italien Gianni Bugno. Finalement, le peloton se présentait groupé et c'est le Suédois Magnusson qui plaçait l'estocade décisive aux 300 mètres, battant imparablement l'Italien Zanini. La finale de la Coupe du Portugal, endeuillée par la mort d'un supporter du Sporting Lisbonne de 36 ans, atteint en pleine poitrine samedi par une fusée tirée depuis des tribunes où s'étaient regroupés des supporters du Benfica. La police a interpellé un jeune supporter de Benfica. L'accident qui a eu lieu en première mi-temps lors du premier but marqué par Benfica a endeuillé la victoire de ce club qui a remporté la coupe face à son rival traditionnel par 3-1. Voici le dernier but du Benfica marqué par le capitaine João Pinto à la 67e minute. Après l'accident, de nombreux supporters du Sporting ont quitté le stade et la cérémonie de la remise de la coupe a été annulée en signe de deuil. Selon toute vraisemblance, le scrutin des Israéliens lors des élections du 29 mai prochain répondra à des préoccupations plus politiques qu'économiques. Il n'empêche que les milieux d'affaires et les investisseurs étrangers ne cachent pas leur préférence pour le parti travailliste du Premier ministre Shimon Peres, en tête dans les sondages. Les économistes soulignent en effet les résultats obtenus au cours des dernières années, marqués par une croissance rapide, une baisse de l'inflation et du chômage. Un boom attribué à 4 facteurs principaux. Les réformes entreprises dans les marchés financiers, l'arrivée d'immigrés de l'ex-URSS, la révolution technologique et le processus de paix. Une victoire de Shimon Peres signifierait donc, selon certains, la poursuite de la croissance. D'autres soulignent toutefois les similitudes entre la plateforme économique des travaillistes et celle de l'opposition du Likoud, qui promet même de pousser plus loin les réformes entreprises par la majorité. C'est notamment le cas du programme de privatisation, très en retard par rapport aux objectifs initiaux.
L'obstination du groupe Dassault Aviation face aux ambitions du gouvernement français pourrait bien lui valoir une nationalisation. C'est en effet ce qui risque d'arriver au constructeur aéronautique privé s'il continue à résister au plan de fusion avec l'aérospatiale projeté par le gouvernement. La famille Dassault rejette en effet une alliance avec le constructeur public déficitaire dont elle estime que l'activité portant sur la construction d'avions civils pour Airbus Industrie ne présente pas d'intérêt pour un groupe spécialisé dans les appareils militaires. Mais les récents déboires du président du groupe, Serge Dassault, avec la Belgique, qui le poursuit pour corruption, risquent d'affaiblir sa position face à l'État français. Détenteur de 46% des parts de Dassault, celui-ci pourrait imposer une nationalisation pour parvenir à ses fins, à défaut de trouver un compromis avec la famille Dassault. Sur le marché difficile du transport aérien, les compagnies européennes cherchent de l'oxygène. Pour éviter la faillite, l'italienne Alitalia et la française Air France Europe ont annoncé des plans de restructuration musclés. Présenté jeudi à son actionnaire principal, le plan de sauvetage d'Alitalia, dans le rouge depuis 8 ans, devrait passer par une recapitalisation du groupe de près de 2 milliards de dollars et la suppression de quelques 3000 emplois. Air France Europe prévoit quant à elle de supprimer quelques 900 emplois, soit près de 10% de ses effectifs d'ici 2 ans. La compagnie compte également réduire les salaires du personnel navigant et fermer les lignes déficitaires tout en lançant un service de navette aérienne sur Marseille, Nice et Toulouse. Un plan qui, selon la direction de l'ex-Air Inter, devrait lui permettre de revenir à l'équilibre financier d'ici 1998, dans la perspective d'une privatisation de l'ensemble du groupe Air France. La compagnie néerlandaise de distribution de gaz naturel, Gazuni, a signé un accord avec la compagnie russe Gazprom portant sur la fourniture de gaz naturel russe aux Pays-Bas. Le contrat prévoit la livraison annuelle de 4 milliards de mètres cubes de gaz russe aux Pays-Bas à partir de l'an 2001, qui doit compenser la baisse des réserves néerlandaises. En échange, Gazuni fournira des services à Gazprom portant sur le transport, le stockage et la mise aux normes des usagers finaux du gaz russe et lui apportera une aide technologique. La société russe, qui est le plus grand producteur mondial de gaz naturel, mise notamment sur l'apport de Gazuni pour accroître sa présence sur le marché européen. Devant la montée de la consommation de drogue en Occident, les parents sont de plus en plus confrontés à la difficulté de détecter chez leurs enfants le moment où ils risquent d'être poussés à se droguer. Or, aux stupéfiants traditionnels s'ajoute la consommation de produits toxiques. Les enfants aspirent de l'essence de briquet, de la colle, parfois même des déodorants ou du produit contenu dans les extincteurs. Et près d'un tiers des décès touchent les enfants qui consomment de ces produits pour la première fois. Souvent, cela arrive à un âge où les parents pensent que leurs enfants sont trop jeunes pour être attirés vers ces drogues. Au Royaume-Uni, une petite fille de 9 ans est morte après avoir reniflé des produits toxiques. Or, il est impossible d'empêcher les enfants d'avoir accès à ces produits de consommation courante. Alors comment les parents peuvent-ils voir apparaître les signes du danger? De nombreux symptômes sont difficiles à distinguer des troubles normaux liés à l'adolescence, les sautes d'humeur par exemple, ou les crises d'acné.
Des signes plus révélateurs sont par exemple un changement brusque d'attitude, un enfant qui change soudainement de groupe d'amis ou qui a d'importants problèmes à l'école. D'autres signes peuvent être la détection d'une odeur chimique sur les vêtements de vos enfants ou des maux de tête à répétition ou encore une perte d'appétit. Attention à ceux qui sèment la division, attention. Oscar Luigi Scalfaro a tenu ce discours hier au cours d'une visite dans un village du nord-est de l'Italie. Même s'il ne l'a pas expressément nommé, cette mise en garde du président italien s'adressait à la Ligue du Nord et à son chef Umberto Bossi, en campagne depuis plusieurs semaines sur le thème d'une sécession entre le nord et le sud du pays. Un appel dénoncé par Oscar Luigi Scalfaro comme la manifestation de l'égoïsme d'une minorité nantie par rapport au sud démuni. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de maintenir l'unité du pays. Le pape a achevé hier sa visite de 3 jours en Slovénie. Jean-Paul II a été accueilli à sa descente d'avion sur l'aéroport de Rome par le nouveau président du Conseil italien. Pour Romano Prodi, qui a prêté serment il y a 2 jours, c'était le premier acte officiel comme chef du gouvernement. Un symbole pour ce catholique pratiquant, ancien chrétien démocrate, aujourd'hui à la tête d'une coalition de centre-gauche appuyée par les membres de Refondation communiste. Les 2 hommes se sont brièvement entretenus. Jean-Paul II en a profité pour lui adresser ses vœux de réussite. Cette semaine, Romano Prodi engage le débat pour obtenir la confiance du Parlement. Première étape mercredi devant le Sénat. Radovan Karadzic est-il un président en sursis? En tout cas, depuis que Belgrade a annoncé sa démission, le leader des Serbes de Bosnie se plaît à laisser planer le doute sur sa situation politique. Une situation que le haut représentant civil en Bosnie, Carl Bildt, reconnaît avoir du mal à apprécier. S'il se veut optimiste en considérant que ce retrait annoncé signifie pour Karadzic le début de la fin, il souhaiterait obtenir des autorités de palais des assurances que personne ne semble vouloir donner. Et pour le moment, rien ne prouve que Karadzic ait renoncé définitivement. Au contraire, face à cette pression de la communauté internationale, le Parlement serbe envisage la possibilité d'organiser un référendum. Une bouée de sauvetage pour Radovan Karadzic avec la volonté de faire échec aux tentatives qui visent à l'écarter du pouvoir. Les gens sont lassés des ministres en place, qu'à cela ne tienne, Boris Eltsine va changer tout ça. Le gouvernement est peuplé de bureaucrates, le président russe n'a jamais été autant à l'écoute du peuple. Il promet, dans l'euphorie d'une campagne menée tambour battant, de se séparer d'une grosse partie de son état-major. Et ça marche, il gagne aussitôt des points dans les sondages. Une idée qui ressemble à s'y méprendre à celle du candidat libéral Gregory Yavlensky, qui avait posé cette condition à toute alliance éventuelle avec le président russe. Cet économiste de 44 ans, partisan du limogeage de gens comme Viktor Tchernomyrdin, le Premier ministre, ou Pavel Grachev, le ministre de la Défense, a démenti les rumeurs qu'il installait déjà au poste de Premier ministre. Anatoly Sobchak est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale qui s'est déroulée hier à Saint-Pétersbourg. Pour le deuxième tour qui a lieu dimanche prochain, le maire sortant est bien placé face à son adversaire Vladimir Yakovlev, son ancien premier adjoint. Cette élection dans la 2e ville de Russie fait figure de test. Anatoly Sobchak est considéré comme un proche de Boris Eltsine. Sa réélection serait de bon augure pour le candidat président. En revanche, dans une ville réputée pour son humeur démocratique, le candidat communiste n'a pas eu les suffrages nécessaires pour accéder au second tour. Nicolas II aurait eu 128 ans hier, un anniversaire qui a été l'occasion pour les monarchistes de se rassembler pour célébrer l'événement. À Moscou, comme dans tout le pays, les nostalgiques de l'ancien régime sont relativement peu nombreux, mais tous sont animés par la même ferveur et militent pour un retour de la dynastie des Romanov au pouvoir. Nicolas II a été le dernier représentant de la famille Romanov à régner en Russie. Malgré des tentatives de réforme, la Première Guerre mondiale a précipité sa chute. En 1917, la révolution bolchevique le contraint à abdiquer. Il sera retenu prisonnier pendant près d'1 an avant d'être exécuté avec toute sa famille, un souvenir que les Russes blancs perpétuent encore aujourd'hui.
Israël d'un côté, les gouvernements libanais et syriens de l'autre, chacun se rejette la responsabilité de la violation du cessez-le-feu au Liban Sud. Après une attaque du Hezbollah contre une patrouille israélienne, attaque au cours de laquelle un soldat a été blessé hier, les tirs israéliens sur une zone habitée ont fait un blessé. Pour l'État hébreu, ce sont les islamistes qui ont mis en danger la vie de la population civile. Les soldats israéliens, eux, n'ont fait que se défendre. Ces incidents mettent en lumière la fragilité de l'accord du cessez-le-feu obtenu le 27 avril dernier. Quant au comité de surveillance supposé vérifier son application, il n'est toujours pas en place. Personne n'a le droit de critiquer Arafat. Cet homme aurait dû le savoir. Ce psychiatre, président de la Commission palestinienne des droits de l'homme, a été arrêté par la police des territoires autonomes. Son forfait, avoir décrit les arrestations arbitraires, je cite, les tortures et les aspects corrompus, dictatoriaux et oppresseurs du régime de M. Arafat. Le tout dans les colonnes du New York Times. C'était assez pour l'envoyer en prison et le faire comparaître devant un tribunal. Le médecin assimile le processus de paix à une reddition psychologique totale à Israël, autant de fautes impardonnables dans un territoire autonome, mais pas libre. Le coup d'envoi pour les cérémonies commémorant le 1000e anniversaire de la naissance de l'Autriche a été donné hier. Le président autrichien Thomas Klestil a salué l'événement comme la fête d'une date historique, 1000 ans d'histoire d'un pays qui, selon lui, doit être résolument tourné vers les autres et vers l'avenir. Un avenir qui passe par une intégration renforcée au sein de l'Europe. En attendant, c'est le passé qui est à l'honneur. Le document où apparaît pour la première fois le nom d'Ostarrîchi a été rédigé le 1er novembre 996 par Otto III. Il faisait alors mention du don de la région de Neuhofen à l'évêque de Bavière. Aujourd'hui, la région est mobilisée pour les festivités qui vont se succéder dans les semaines à venir. Plusieurs milliers de tyroliens se sont retrouvés ce dimanche à Mezzocorona, une petite ville du nord de l'Italie, pour leur grand rassemblement biennal, le 14e du genre. Une façon d'exalter leur identité culturelle tout en faisant la fête. Le costume traditionnel était bien sûr de rigueur. Depuis le XVIe siècle, les défenseurs du Tyrol, les Schützen, comme ils se nomment eux-mêmes, s'emploient activement à sauvegarder l'identité de leur région, leur Heimat, leur patrie. Mais pour eux, pas question de réclamer l'indépendance du Tyrol. Ils sont simplement fiers d'être tyroliens et cherchent à resserrer les liens de leur minorité, une minorité dispersée sur 3 États. Le Tyrol s'étale en effet sur l'Autriche, la Bavière allemande et le Haut-Adige italien. Marcello Mastroianni a gravi les marches de Cannes en compagnie de sa fille Chiara. Ils ont joué ensemble pour la première fois dans le film du Chilien Raúl Ruiz, 3 vies, une seule mort, dans lequel il joue 4 personnages à la fois. Il répond sur France 2 à la question « Jouez-vous encore à votre âge pour de l'argent ?» Non, je travaille seulement le plaisir. Je n'aime pas les légendes qu'on fait sur les acteurs quand ils disent qu'ils souffrent. Mais pourquoi il y a à souffrir? À 8 heures, une voiture vient vous prendre avec l'air conditionné l'été. Il vous amène au studio, tout le monde vous dit bonjour, vous avez bien dormi, caca, tout est réglé bien. Vous voulez un café? Allez au maquillage, ils ne sont pas prêts encore. Le soir, ils vous ramènent à la maison, vous avez gagné de l'argent. Quelquefois, vous tombez amoureux de l'actrice, ce sont toujours de belles filles. Quel métier de merde. Mais pourquoi les Américains ils disent qu'ils souffrent tellement? Comme je disais ce matin, pour entrer dans un personnage, pour n'en sortir, quel problème? Mais comment? Mais pourquoi? Ces hommes ont dirigé quelques-uns des plus beaux hôtels du monde, mais aujourd'hui, ils sont là en tant qu'invités. Ils ne sont pas en vacances, ils sont venus en tant qu'inspecteurs. En effet, qui est mieux placé qu'eux pour juger un hôtel qui aspire à faire partie de The Leading Hotels of the World? Pour réussir cet examen, un hôtel doit vraiment être exceptionnel. À ce jour, The Leading Hotels of the World a accepté 295 hôtels. Et bien sûr, la carte American Express. Pour recevoir notre guide ou procéder à vos réservations, contactez gratuitement Leading Hotels, en France au 05 90 84 44 ou votre bureau Leading Hotels le plus proche. BASF vous présente le Festival de Cannes.
de compétition à Cannes où les photographes n'hésitent pas à se jeter à l'eau pour obtenir la meilleure photo du festival. Ce canard n'était pas la star qu'il cherchait. Samedi, tout le monde attendait sur la plage l'arrivée de Hugh Grant. L'acteur britannique est venu accompagné de sa fiancée, la modèle Liz Hurley, effaçant ainsi les doutes sur la relation du couple perturbée l'an dernier par la malencontreuse arrestation du comédien à Los Angeles. Ils ont débarqué main dans la main sur la croisette pour présenter ensemble le dernier film de Michael Apted que Liz a produit et Hugh interprète. Les affaires marchent pour le couple. Julio Medem a une formation de psychiatre, mais il s'est dirigé vers le cinéma sans pour autant se désintéresser du labyrinthe de l'âme. Après Vacas et l'écureuil rouge, le jeune réalisateur espagnol présente Tierra, l'histoire troublante d'un homme à l'imagination exacerbée. Aux côtés de Carmelo Gómez, l'acteur principal, on découvre la prometteuse comédienne Silke et Emma Suárez, l'actrice fétiche de Julio Medem. Es verdad. Ya me lo dijiste. Es capaz de transmitir sensaciones íntimas. Julio fait un cinéma très personnel, mais il est capable de transmettre des sensations intimes et des sentiments que nous avons tous. Je ne sais pas encore très bien comment le film a été accueilli. Je sais que les avis sont partagés et ça ne m'étonne pas, je comptais sur ça et je m'y suis préparée. Je sais que ce que je raconte et ma manière de filmer peut plaire beaucoup. Il y a des gens qui peuvent être fascinés, mais il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout. No la mires, Ángel. No te metas ahí. No tienes sangre para Mari. Le grand Marcello Mastroianni est l'acteur aux personnalités multiples de 3 vies et une seule mort du cinéaste chilien Raúl Ruiz qui concourt sous les couleurs de la France. Dans cette série de contes drôlatiques, Marcello Mastroianni incarne un majordome, un clochard, un puissant homme d'affaires et un professeur d'anthropologie. C'est la 2e fois qu'il joue avec sa fille Chiara. Je suis très content qu'elle fasse ce métier. Mais vite-moi. Il y a même une continuité du nom. Hein, voilà, je suis. J'ai pas cassé les pieds, j'ai pas assez cassé les pieds avec 160 films. Je dis, il faut que toi tu continues, voilà. Vous êtes jeune, libre. Surtout on est ensemble, n'est-ce pas Martin? Ouais, on s'aime beaucoup. Parfois ça gêne les gens. Les gens sont bêtes. Mais je ne déteste personne, et vous? Ce que l'on retiendra du 49e Festival de Cannes, c'est la prolifération de grands rôles féminins. Une des révélations de cette édition est la jeune actrice américaine Liv Tyler. Elle est la beauté volée du dernier Bertolucci, le Maestro. Beautiful, lovely, patient, maestro. Génial, adorable, patient, c'est un maestro. C'est l'homme le plus charmant du monde. J'aime travailler avec lui parce qu'il sait ce qu'il veut. Et il a une vision extraordinaire de tout ce qu'il a en tête. Je savais à tout moment que je pouvais avoir confiance en lui. Et c'est rare de ressentir ça avec quelqu'un. À 18 ans, la baby star de Cannes 96 est une artiste bien née. Elle est la fille du chanteur de rock Steven Tyler, leader du groupe Aerosmith, et sa mère a été elle-même chanteuse et top modèle. Une chose est sûre, sa fraîcheur a fait des ravages sur la croisette et cette beauté pourrait bien ravir le prix d'interprétation féminine aux actrices confirmées. Jour J-1. Lundi, les 10 membres du jury se réuniront dans une villa isolée pour décider lequel des 22 films en compétition mérite la prestigieuse Palme d'Or, le prix le plus convoité après les Oscars. À la veille de la remise du trophée, la presse internationale s'est amusée à établir son propre palmarès. Dès le 2e jour, le Britannique Mike Leigh faisait fondre le public avec Secrets and Lies, le grand favori pour la Palme d'Or, mais aussi pour le prix d'interprétation féminine pour la performance de Brenda Blethyn. Mais il est difficile de le départager de Breaking the Waves du Danois Lars von Trier, absent à Cannes pour cause de claustrophobie. L'actrice britannique Emily Watson fait également partie des préférés du public averti de Cannes pour le prix d'interprétation féminine, avec Frances McDormand, la femme flic enceinte jusqu'aux yeux de Fargo, des frères Cohen.
Un héros très discret de Jacques Audiard pourrait remporter un prix. Il se peut que Mathieu Kassovitz reçoive, 1 an après le prix de la mise en scène pour La haine, un 2e trophée pour l'interprétation cette fois. D'autres films ou acteurs se disputent les faveurs des critiques et peuvent créer la surprise. Daniel Auteuil, qui joue dans 2 films en compétition, Les voleurs et Le 8e jour, pourrait repartir avec le prix d'interprétation masculine. Récompense que pourrait lui enlever le Britannique Colm Meaney pour sa performance dans The Van de Stephen Frears. L'Américain Woody Harrelson, le médecin kidnappé dans Sun Chaser de Cimino, est un autre rival potentiel. I wish there were a magic lake on top of it that could take away all your pain and make you well again. Mais de tous ces sourires immortalisés pendant les 10 jours du festival, quelques-uns seulement se reproduiront lundi soir lors du palmarès. Jusque-là, faites vos jeux. BASF vous a présenté le Festival de Cannes. Radovan Karadzic résiste. À Palais, on évoque la possibilité d'organiser un référendum. Carlville poursuit ses efforts pour contraindre Karadzic à se retirer de la vie politique. Le candidat Boris Eltsine en tête dans les derniers sondages. En cas de victoire, le président russe promet l'ouverture et le remaniement de son équipe gouvernementale. Oscar Luigi Scalfaro lance un appel à l'unité du pays. Le président italien dénonce les appels à la sécession entre le Nord et le Sud. Selon toute vraisemblance, le scrutin des Israéliens lors des élections du 29 mai prochain répondra à des préoccupations plus politiques qu'économiques. Il n'empêche que les milieux d'affaires et les investisseurs étrangers ne cachent pas leur préférence pour le parti travailliste du Premier ministre Shimon Peres, en tête dans les sondages. Les économistes soulignent en effet les résultats obtenus au cours des dernières années, marqués par une croissance rapide, une baisse de l'inflation et du chômage. Un boom attribué à 4 facteurs principaux: les réformes entreprises dans les marchés financiers, l'arrivée d'immigrés de l'ex-URSS, la révolution technologique et le processus de paix. Une victoire de Shimon Peres signifierait donc, selon certains, la poursuite de la croissance. D'autres soulignent toutefois les similitudes entre la plateforme économique des travaillistes et celle de l'opposition du Likoud, qui promet même de pousser plus loin les réformes entreprises par la majorité. C'est notamment le cas du programme de privatisation, très en retard par rapport aux objectifs initiaux. L'obstination du groupe Dassault Aviation face aux ambitions du gouvernement français pourrait bien lui valoir une nationalisation. C'est en effet ce qui risque d'arriver au constructeur aéronautique privé s'il continue à résister au plan de fusion avec l'aérospatiale projeté par le gouvernement. La famille Dassault rejette en effet une alliance avec le constructeur public déficitaire dont elle estime que l'activité portant sur la construction d'avions civils pour Airbus Industrie ne présente pas d'intérêt pour un groupe spécialisé dans les appareils militaires. Mais les récents déboires du président du groupe, Serge Dassault, avec la Belgique, qui le poursuit pour corruption, risquent d'affaiblir sa position face à l'État français. Détenteur de 46% des parts de Dassault, celui-ci pourrait imposer une nationalisation pour parvenir à ses fins, à défaut de trouver un compromis avec la famille Dassault. La compagnie néerlandaise de distribution de gaz naturel, Gasunie, a signé un accord avec la compagnie russe Gazprom portant sur la fourniture de gaz naturel russe aux Pays-Bas. Le contrat prévoit la livraison annuelle de 4 milliards de mètres cubes de gaz russe aux Pays-Bas à partir de l'an 2001, qui doit compenser la baisse des réserves néerlandaises. En échange, Gasunie fournira des services à Gazprom portant sur le transport, le stockage et la mise aux normes des usagers finaux du gaz russe et lui apportera une aide technologique. La société russe, qui est le plus grand producteur mondial de gaz naturel, mise notamment sur l'apport de Gasunie pour accroître sa présence sur le marché européen.
Voltaire disait autrefois « Il faut écrire comme l'on parle ». Cette petite phrase en dit long sur l'écrivain que nous allons vous présenter cette semaine dans Artissimo. Elle s'appelle Akakia Kordosi, elle est grecque, elle publie ses romans et ses nouvelles depuis une vingtaine d'années. Elle écrit certes dans sa langue maternelle, mais elle traduit elle-même ses livres en français, et cela c'est plutôt rare. Donner l'impression d'écrire comme l'on parle est pourtant le fruit d'un long travail d'écriture. Le dernier ouvrage d'Akakia Kordosi témoigne de cet exercice périlleux. Tanoera Kalokeria, qui signifie « les étés imaginaires », est le premier tome de cette trilogie qui s'intitule Iekdromi, l'excursion. Nous sommes à la fin des années 60, en Grèce. Un groupe de jeunes amis, filles et garçons, décident d'aller prendre l'air au bord de la mer. La joie, l'amitié et l'amour se mêlent à l'insouciance de cette balade d'un jour que l'auteur nous décrit minute par minute comme dans un film. Akakia Kordosi ne triche pas avec le temps, elle nous livre une histoire en direct avec des mots simples mais justes. Il s'agit d'un voyage dans le temps magique de l'adolescence. Et j'ai essayé de faire en sorte que le temps de la narration soit le même que celui du lecteur. En décalquant le temps narratif sur le temps réel, j'ai en fait tenté de décrire dans ce livre une balade qui commence le matin et qui s'achève le soir. Et j'espère vraiment que le lecteur pourra vivre cette balade avec le même rythme que les protagonistes du livre. C'est toute l'originalité recherchée à travers cet ouvrage. Akakia Kordosi n'en est pas à sa première publication. Cette arrière-petite-fille d'un lieutenant de Napoléon a déjà publié plusieurs dizaines de romans et nouvelles. Originaire de Missolonghi, ville martyre rasée par les Turcs au XIXe siècle, Akakia Kordosi aime à rappeler que c'est dans sa ville natale que Lord Byron rendit son dernier souffle. Traductrice, passionnée de littérature française et professeure de français elle-même, Akakia Kordosi est le seul écrivain grec à avoir reçu un prix de l'Académie française pour son recueil de nouvelles « Les 13 voix du silence ». En fait, le français est ma deuxième langue. C'est en langue française que j'ai lu le plus de livres, et vous savez, je suis un véritable ogre de la littérature française. La langue grecque est bien sûr ma langue maternelle, mais le français est très important pour moi. Au début, j'écrivais seulement en grec, mais par la suite, j'ai voulu m'adresser à un public plus large. Et j'ai essayé d'écrire en français, en commençant tout simplement par traduire certains de mes récits. Ensuite, je les ai envoyés à un éditeur, ça lui a plu, et voilà. En tout cas, lorsque l'on crée quelque chose, on veut toujours construire un monde meilleur. Et bien souvent, on sublime à travers soi ce qui se distingue de la réalité. Et c'est aussi pour cela que j'écris. Parmi les autres ouvrages d'Akakia Kordosi récemment publiés, O Embrismos, L'incendiaire, le dessin de la couverture a été réalisé par l'auteur lui-même, un récit à la fois tendre et passionné, le cri d'une femme seule dans une société parfois cruelle. Dans ma vie, je considère deux choses très importantes. En fait, je crois qu'il y en a trois. Je lis beaucoup, j'aime énormément et je pleure. Je crois que ces trois choses sont très importantes et à partir de là, chacun fait ce qu'il peut. Artissimo vous présente cette semaine 4 autres livres. Presque rien sur presque tout, c'est le livre de l'académicien Jean d'Ormesson, un livre que son auteur qualifie de roman mais qui a peu de rapport avec le genre. D'Ormesson aborde les fondements de l'existence, les raisons mêmes de l'existence, ce qui a transformé le rien originel dans le tout actuel, pourquoi le mal existe, la fuite du temps et d'autres thèmes de ce type. Des guides poétiques sur Paris, il n'y en a pas tellement. Le pari de Mona Wozak est de nous faire aimer son guide de la capitale. Les poèmes qui sont réunis dans cette Poetischer Paris Führer, le guide poétique de Paris, sont regroupés autour de 5 chapitres. Paris à travers les âges, du bois de Boulogne à la place de la Bastille, des grands boulevards à Montmartre, le quartier latin et le long de la Seine. La stratégie de Peter Pan, le nouveau livre de Aldo Carotenuto, nous invite à l'exploration de l'univers infantile chez les adultes. Opposé à la pensée rationaliste qui tente de réduire la force et la spontanéité de la psyché infantile à une fuite de la réalité,
L'auteur italien décèle dans la condition de l'éternel enfant les germes de la créativité individuelle. Tratado de lo mejor, le traité du mieux de l'espagnol Julián Marías, aborde les grandes questions de la morale. Julián Marías fait le tour des problèmes de l'existence humaine. C'est une réflexion sur la morale et particulièrement sur le concept du bien. Il pleuvait beaucoup à Monaco et cette pluie allait jouer un rôle non négligeable sur la course, tant Maussade pour les favoris, Ferrari, Benetton, Williams, et la bonne affaire pour les petits, les 100 grades, pour l'écurie suisse Sauber, et surtout pour l'écurie française Ligier, qui a créé la sensation. Le départ de ce Grand Prix, Damon Hill se montre le plus rapide devant Michael Schumacher, Jean Alesi sur sa Benetton devant son compagnon d'écurie Gerhard Berger, Olivier Panis, l'autre Français, parti en 14e position sur sa Ligier, commence déjà sa remontée vers les sommets. Le premier rebondissement, c'est l'abandon de Michael Schumacher qui tape le rail dès le premier tour et qui dérape au moment où il remettait les gaz. Les premiers tours seront désastreux. Abandon de Barrichello sur sa Jordan Peugeot, de Verstappen, de Katayama, de Pedro Diniz, puis de Gerhard Berger, alors qu'il était 3e avec sa Benetton. Problème de boîte de vitesse. Entre Heinz Frentzen et Eddie Irvine, c'est la lutte pour la 3e place entre Ferrari et Sauber. Derrière, Damon Hill conserve l'avantage, profitant de la piste glissante. Il creuse l'écart sur Jean Alesi au fil des tours. 15, puis 18, puis une demi-minute d'avance. Mais au 41e tour, un nuage de fumée sous le tunnel. C'est l'abandon pour Damon Hill, moteur cassé. Il ne gagnera pas pour la première fois de sa carrière à Monaco. Du coup, Jean Alesi passe en tête, nanti d'une avance confortable sur Olivier Panis, désormais 2e. Tout cela sous le regard d'un Damon Hill visiblement dépité. Mais finalement, Alesi devra lui aussi abandonner au 60e tour, victime d'une suspension arrière défaillante. À 15 tours de l'arrivée, alors qu'il venait de signer le meilleur tour en course. Alesi maudit, Panis chanceux. Panis qui allait résister finalement au formidable retour de la McLaren de David Coulthard, même sur la fin. Et sur une piste redevenue sèche, les incidents s'étaient succédés. 3 monoplaces seulement ralliant l'arrivée. Johnny Herbert 3e, Coulthard 2e. Dans le sillage du vainqueur Olivier Panis qui signe après 39 Grands Prix. Couru sa première victoire en Formule 1 de sa carrière, la 9e pour l'écurie Ligier dont le dernier succès remontait à 1981. L'écurie suisse Sauber fait 3 et 4 avec Herbert et Frentzen. Au classement du championnat du monde, Damon Hill conserve la tête avec 43 points devant Jacques Villeneuve. Le Tour d'Italie poursuit son escapade en Grèce, deuxième étape disputée sur un parcours assez plat et qui s'est limité à une longue randonnée dans la Grèce antique sur les routes du somptueux golfe de Corinthe à une allure cyclotouriste en raison surtout d'une très forte chaleur et des risques de chute comme la veille. Le maillot rose est resté entre les mains de l'Italien Martinello et malgré cette prudence, l'Espagnol Olano et l'Ouzbek Abdoujaparov ne pourront éviter la chute, heureusement sans aucune conséquence sérieuse pour eux. Le rythme de la course allait s'animer à quelques 50 km de l'arrivée avec notamment une accélération de l'Italien Gianni Bugno. Finalement, le peloton se présentait groupé et c'est le Suédois Magnusson qui plaçait l'estocade décisive aux 300 mètres, battant imparablement l'Italien Zanini. On est encore loin? Oui, assez. Tant mieux. Peugeot 605, la route ne sera jamais assez longue.
Cannes et son festival international du film. Euronews vous invite sur la croisette pour un rendez-vous quotidien avec le cinéma. Découvrez en avant-première les prochains succès de l'année, les réalisateurs à la mode, les jeunes espoirs et les coulisses du monde du cinéma. Le festival de Cannes, c'est tous les jours du 9 au 20 mai sur Euronews. Le Festival de Cannes sur Euronews vous est présenté par BASF. BASF, des couleurs toujours plus fantastiques. Radovan Karadzic est-il un président en sursis? En tout cas, depuis que Belgrade a annoncé sa démission, le leader des Serbes de Bosnie se plaît à laisser planer le doute sur sa situation politique. Une situation que le haut représentant civil en Bosnie, Carl Bildt, reconnaît avoir du mal à apprécier. S'il se veut optimiste en considérant que ce retrait annoncé signifie pour Karadzic le début de la fin, il souhaiterait obtenir des autorités de palais des assurances que personne ne semble vouloir donner. Et pour le moment, rien ne prouve que Karadzic ait renoncé définitivement. Au contraire, face à cette pression de la communauté internationale, le Parlement serbe envisage la possibilité d'organiser un référendum. Une bouée de sauvetage pour Radovan Karadzic avec la volonté de faire échec aux tentatives qui visent à l'écarter du pouvoir. Les gens sont lassés des ministres en place, qu'à cela ne tienne, Boris Eltsine va changer tout ça. Le gouvernement est peuplé de bureaucrates, le président russe n'a jamais été autant à l'écoute du peuple. Il promet, dans l'euphorie d'une campagne menée tambour battant, de se séparer d'une grosse partie de son état-major. Et ça marche, il gagne aussitôt des points dans les sondages. Une idée qui ressemble à s'y méprendre à celle du candidat libéral Grigori Yavlensky, qui avait posé cette condition à toute alliance éventuelle avec le président russe. Cet économiste de 44 ans, partisan du limogeage de gens comme Viktor Tchernomyrdin, le Premier ministre, ou Pavel Grachev, le ministre de la Défense, a démenti les rumeurs qu'il installait déjà au poste de Premier ministre. Anatoly Sobchak est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale qui s'est déroulée hier à Saint-Pétersbourg. Pour le deuxième tour qui a lieu dimanche prochain, le maire sortant est bien placé face à son adversaire Vladimir Yakovlev, son ancien premier adjoint. Cette élection dans la deuxième ville de Russie fait figure de test. Anatoly Sobchak est considéré comme un proche de Boris Eltsine. Sa réélection sera de bon augure pour le candidat président. En revanche, dans une ville réputée pour son humeur démocratique, le candidat communiste n'a pas eu les suffrages nécessaires pour accéder au second tour. Nicolas II aurait eu 128 ans hier, un anniversaire qui a été l'occasion pour les monarchistes de se rassembler pour célébrer l'événement. À Moscou, comme dans tout le pays, les nostalgiques de l'ancien régime sont relativement peu nombreux, mais tous sont animés par la même ferveur et militent pour un retour de la dynastie des Romanov au pouvoir. Nicolas II a été le dernier représentant de la famille Romanov à régner en Russie. Malgré des tentatives de réforme, la Première Guerre mondiale a précipité sa chute. En 1917, la révolution bolchevique le contraint à abdiquer. Il sera retenu prisonnier pendant près d'un an avant d'être exécuté avec toute sa famille, un souvenir que les Russes blancs perpétuent encore aujourd'hui. Le pape a achevé hier sa visite de 3 jours en Slovénie. Jean-Paul II a été accueilli à sa descente d'avion sur l'aéroport de Rome par le nouveau président du Conseil italien. Pour Romano Prodi, qui a prêté serment il y a 2 jours, c'était le premier acte officiel comme chef du gouvernement. Un symbole pour ce catholique pratiquant, ancien chrétien démocrate, aujourd'hui à la tête d'une coalition de centre-gauche appuyée par les membres de Refondation communiste. Les 2 hommes se sont brièvement entretenus. Jean-Paul II en a profité pour lui adresser ses vœux de réussite. Cette semaine, Romano Prodi engage le débat pour obtenir la confiance du Parlement. Première étape mercredi devant le Sénat. Attention à ceux qui sèment la division, attention. Oscar Luigi Scalfaro a tenu ce discours hier au cours d'une visite dans un village du nord-est de l'Italie. Même s'il ne l'a pas expressément nommé, cette mise en garde du président italien s'adressait à la Ligue du Nord et à son chef Umberto Bossi, en campagne depuis plusieurs semaines sur le thème d'une sécession entre le nord et le sud du pays. Un appel dénoncé par Oscar Luigi Scalfaro comme la manifestation de l'égoïsme d'une minorité nantie par rapport au sud démuni. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de maintenir l'unité du pays.
Plusieurs milliers de Tyroliens se sont retrouvés ce dimanche à Mezzocorona, une petite ville du nord de l'Italie, pour leur grand rassemblement biennal, le 14e du genre. Une façon d'exalter leur identité culturelle tout en faisant la fête. Le costume traditionnel était bien sûr de rigueur. Depuis le XVIe siècle, les défenseurs du Tyrol, les Schützen, comme ils se nomment eux-mêmes, s'emploient activement à sauvegarder l'identité de leur région, leur Heimat, leur patrie. Mais pour eux, pas question de réclamer l'indépendance du Tyrol. Ils sont simplement fiers d'être tyroliens et cherchent à resserrer les liens de leur minorité, une minorité dispersée sur 3 États. Le Tyrol s'étale en effet sur l'Autriche, la Bavière allemande et le Haut-Adige italien. Le coup d'envoi pour les cérémonies commémorant le 1000e anniversaire de la naissance de l'Autriche a été donné hier. Le président autrichien Thomas Klestil a salué l'événement comme la fête d'une date historique, 1000 ans d'histoire d'un pays qui, selon lui, doit être résolument tourné vers les autres et vers l'avenir. Un avenir qui passe par une intégration renforcée au sein de l'Europe. En attendant, c'est le passé qui est à l'honneur. Le document où apparaît pour la première fois le nom d'Ostarrîchi a été rédigé le 1er novembre 996 par Otto III. Il faisait alors mention du don de la région de Neuhofen à l'évêque de Bavière. Aujourd'hui, la région est mobilisée pour les festivités qui vont se succéder dans les semaines à venir. Israël d'un côté, les gouvernements libanais et syriens de l'autre, chacun se rejette la responsabilité de la violation du cessez-le-feu au Liban Sud. Après une attaque du Hezbollah contre une patrouille israélienne, attaque au cours de laquelle un soldat a été blessé hier, les tirs israéliens sur une zone habitée ont fait un blessé. Pour l'État hébreu, ce sont les islamistes qui ont mis en danger la vie de la population civile. Les soldats israéliens, eux, n'ont fait que se défendre. Ces incidents mettent en lumière la fragilité de l'accord du cessez-le-feu obtenu le 27 avril dernier. Quant au comité de surveillance supposé vérifier son application, il n'est toujours pas en place. Personne n'a le droit de critiquer Arafat. Cet homme aurait dû le savoir. Ce psychiatre, président de la Commission palestinienne des droits de l'homme, a été arrêté par la police des territoires autonomes. Son forfait, avoir décrit les arrestations arbitraires, je cite, les tortures et les aspects corrompus, dictatoriaux et oppresseurs du régime de M. Arafat. Le tout dans les colonnes du New York Times. C'était assez pour l'envoyer en prison et le faire comparaître devant un tribunal. Le médecin assimile le processus de paix à une reddition psychologique totale à Israël, autant de fautes impardonnables dans un territoire autonome, mais pas libre. Marcello Mastroianni a gravi les marches de Cannes en compagnie de sa fille Chiara. Ils ont joué ensemble pour la première fois dans le film du Chilien Raúl Ruiz, 3 vies, une seule mort, dans lequel il joue 4 personnages à la fois. Il répond sur France 2 à la question « Jouez-vous encore à votre âge pour de l'argent ?» Non, je travaille seulement le plaisir. Je n'aime pas les légendes qu'on fait sur les acteurs. Quand ils disent qu'ils souffrent. Mais pourquoi il y a à souffrir? À 8 heures, une voiture vient vous prendre avec l'air conditionné l'été. Il vous amène au studio, tout le monde vous dit bonjour, vous avez bien dormi, caca, tout est réglé bien. Vous voulez un café? Allez au maquillage, ils ne sont pas prêts encore. Le soir, ils vous ramènent à la maison, vous avez gagné de l'argent. Quelquefois, vous tombez amoureux de l'actrice, ce sont toujours de belles filles. Quel métier de merde. Mais pourquoi les Américains ils disent qu'ils souffrent tellement? Comme je disais ce matin, pour entrer dans un personnage, pour n'en sortir, quel problème? Mais comment? Mais pourquoi? Une spirale nuageuse s'enroule sur les îles britanniques, donnant de la pluie et se prolongeant jusqu'en Norvège. Les Pays-Bas au nord de l'Italie et jusqu'en Algérie, le ciel est très nuageux, parfois pluvieux et orageux. Le ciel est limpide et le soleil ardent, de la mer Adriatique à la mer Noire. Des Balkans au Proche-Orient, on retrouvera un soleil estival. Le soleil sera également généreux du Portugal à l'Algérie. La pluie s'étendra de l'est de l'Allemagne à la Croatie. Sur le reste de l'Europe, les nuages et les averses se donneront le change. La canicule se maintiendra sur la péninsule des Balkans avec des maximales de l'ordre des records de mai. On aura des valeurs normales pour la saison sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur le reste de l'Europe, les températures seront anormalement fraîches pour la saison et c'est en Norvège qu'il fera le plus froid. Un temps gris persistera la journée de la Scandinavie à la Russie, tandis que le soleil s'imposera du matin au soir en Ukraine et en Roumanie. Ailleurs, les passages nuageux seront fréquents et il pleuvra sur l'est de l'Allemagne.
En Ukraine et en Roumanie, les températures maximales resteront voisines des records de mai. En Pologne, la chaleur sera normalement élevée. Sur le reste de la région, les températures seront plus fraîches que celles rencontrées habituellement en mai. Quelques orages se formeront en Pologne, Biélorussie et Hongrie. Un aperçu de la presse européenne de ce lundi. Radovan Karadzic amorce une fausse sortie, c'est l'opinion du journal belge Le Soir. Pour le quotidien, le leader des Serbes de Bosnie effectue un mouvement de repli, mais il ne renonce à rien et conserve son influence en coulisses. Y a-t-il des Français au sein de la direction de l'ETA? Selon le quotidien espagnol El País, la police a de fortes présomptions. Elle a également la certitude que les membres du mouvement séparatiste bénéficient de relais sur le territoire français. Le journal portugais des Noticias annonce l'arrivée aujourd'hui en Espagne du président portugais Sampaio. C'est le premier contact officiel entre les deux pays après les élections et les changements de gouvernement de ces dernières semaines. On connaîtra ce soir le lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes. Le Danois Lars von Trier et le Britannique Mike Leigh sont favoris, mais le Figaro souligne également la vitalité du cinéma français. Le journal suisse-allemand Tagesanzeiger salue la performance de Bruno Ganz, qui a reçu hier le prix du Burgtheater de Vienne en Autriche. C'est la plus haute distinction pour un acteur de langue allemande. Du sport pour finir avec la victoire d'Olivier Panis qui a remporté hier le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. À 30 ans, c'est son premier titre. Le Français a profité de l'abandon de tous les favoris. La Repubblica souligne la déception du champion du monde, Michael Schumacher. Cannes et son festival international du film. Euronews vous invite sur la Croisette pour un rendez-vous quotidien avec le cinéma. Découvrez en avant-première les prochains succès de l'année, les réalisateurs à la mode, les jeunes espoirs et les coulisses du monde du cinéma. Le festival de Cannes, c'est tous les jours du 9 au 20 mai sur Euronews. Le festival de Cannes sur Euronews vous est présenté par BASF. BASF, des couleurs toujours plus fantastiques. Le monde comme il va. International. Prenez le temps de ne pas perdre le fil. Tous les jours, Euronews vous amène au-delà de nos frontières.
Radovan Karadzic résiste. À Palais, on évoque la possibilité d'organiser un référendum. Carville poursuit ses efforts pour contraindre Karadzic à se retirer de la vie politique. Le candidat Boris Eltsine en tête dans les derniers sondages. En cas de victoire, le président russe promet l'ouverture et le remaniement de son équipe gouvernementale. Oscar Luigi Scalfaro lance un appel à l'unité du pays. Le président italien dénonce les appels à la sécession entre le nord et le sud.